Vous vouliez ajouter un mot, Monsieur Magnan? Concernant l'emplacement, on a toujours été à 50, même à 60 hectares. J'ai les outils de communication qu'on a utilisés à l'époque. Concernant la situation, il faut bien préciser, tu es allé, je crois, voir le site, pas le visiter, mais le voir. IBV est situé dans une zone rurale très comparable à la nôtre, avec autour des forêts, des prairies, dans lesquelles on a vu des vaches qui étaient apparemment normales, qui poussaient, qui mangeaient de l'herbe. Je ne vois pas le rapport avec le fait qu'ils se sont installés sur un site industriel, là-bas. Le rapport est que les deux régions, les deux zones d'implantation sont très comparables et ça démontre qu'il est possible, en zone rurale, d'avoir un outil industriel respectueux de l'environnement et créateur d'activités économiques. Il ne faut pas oublier de mentionner que cette zone de Burtonville, exactement, sur la commune de Vielsam, a permis de créer 600 emplois. 600 actuellement actifs sur la zone, autour de la filière bois. C'est pas mal. Il faut rappeler... on ne va pas monopoliser la parole. C'était un site industriel déjà existant. Voilà. Quand tu dis qu'il n'y a eu aucun problème environnemental, c'est absolument faux, puisqu'il y a eu plusieurs fois des accidents au niveau de la rivière. Il y a eu plusieurs fois des accidents au niveau de la rivière, de la pollution de l'eau. Voilà. Et ça, c'est pas que IBV qui est responsable. Il y a eu des problèmes avec IBV, il y a eu des problèmes avec Spanolux. Il y a eu un certain nombre de problèmes de pollution, voilà, mais en tout état de cause, de toute façon, ils sont installés sur un site déjà existant. Et j'ajoute concernant la surface qu'alors qu'on est en période de crise, ça a été souligné tout à l'heure, ils sont en train d'avoir un projet d'agrandissement. Ils créent des emplois, en plus de ceux déjà existants. Alors sur les emplois, on y reviendra tout à l'heure. Monsieur Petit-Renaud, vous vouliez ajouter un mot? Oui, parce qu'on a toujours l'impression que ces méga-projets, ils sortent du chapeau un peu partout, que ce soit en Suisse, en France, en Belgique, et on s'aperçoit que la plupart n'ont pas tenu dans le temps. On fait des zones désertiques comme dans les Vosges. Vous avez la scierie Klein qui s'était montée, on devait apprendre aux Vosgiens à scier des gros bois. Elle a tenu 2 ans. Aujourd'hui, les petites scieries qui étaient autour ont disparu. Elle a été reprise pour une bouchée de pain l'an dernier. Et donc, ça prouve bien qu'on fait des gros investissements et dans le temps, ça ne tient pas parce que la matière première n'est pas là. Et donc, les emplois concernant la filière résineuse en Bourgogne, c'est 500 emplois. Et par effet de ricochet sur la demande de la matière première que Hercia voudra prendre, même si Hercia dit qu'il prendra ça dans d'autres régions, il faut bien se dire que les autres régions ont déjà du mal à s'approvisionner. Et donc, ça va faire une tension sur les prix. Et à ce rythme-là, la forêt ne suivra pas. Il faut savoir... Oui. C'est terminé. Mais il faut savoir aussi, parce que les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, parce que dans la Nièvre, on a toujours l'impression que la filière bois n'existe pas, alors que le deuxième sieur de France, en capacité, c'est Bois et Sciage de Sougy. Il passe près de 2000 m3 par jour. Le premier sieur de France, c'est Siad Braun, il est en Alsace, il passe 2600 m3 par jour. En Saône-et-Loire, vous avez la scierie Vuillet qui passe 400 m3 jour. Vous avez la scierie Garmier qui passe 250 à 300 m3 jour. Vous avez Fruitier qui a 800 m3 jour. Et toutes ces entreprises-là, pour baisser leurs coûts, ont augmenté leur production et vont continuer à l'augmenter. Donc, il y aura un manque de matières premières. Et à la sortie, les prix, c'est les prix de marché. Il faut savoir que les prix de marché, personne n'a des prix supérieurs sur les sièges. Et aujourd'hui, le produit chez Hercia, d'après ce que moi je me reste sur ma ligne de dire qu'il n'y a pas assez de matières premières, mais c'est un projet qui est devenu politique, c'est un projet énergétique qui ne fait qu'une rentabilité sur des bases de subventions, d'aide à l'énergie. Alors, ne mélangeons pas tout. Restons d'abord sur la ressource, si vous le voulez bien, Monsieur Clostre. Oui, je voulais intervenir pour répondre à M. Petit-Renaud. Quand on a créé Sougy, parce qu'on manquait de boîtes à pâte à papier, il fallait créer des industries assez fortes pour utiliser ces petits bois de résineux. Donc, on a créé, grâce à l'ONF et M. Le Terry et puis M. Bérégovoy, la série de Sougy en 85. Tout le monde a dit « Arro, c'est pas possible, Sougy, ça va pas tenir, dans 4 ans, ça se casse la figure, ça fait quand même 25 ans que Sougy existe, que l'approvisionnement se fait tranquillement et qu'on a quand même 150 emplois. » Mais alors, est-ce qu'il y a, oui ou non, un problème de ressources dans la Nièvre?
dans la Nièvre, dans le Morvan et dans les 26 départements, je crois, qui sont concernés par ce projet. Est-ce qu'il y a vraiment un problème de ressources selon vous? Mais la ressource, elle existe. Si vous voulez, les résineux dans le Morvan, ils sont venus les résineux dans le Morvan, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé. La ressource en résineux, elle est venue du Fonds forestier national. Il y a eu plus de 50 000 hectares de plantés en résineux. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le Douglas, qui est une essence, ça fait 15 ans qu'on fait de la régénération naturelle de Douglas. Et M. Petit-Renaud ne me contredira pas. Si on a une régénération naturelle comme on fait pour le chêne, il y a du Douglas qui s'installe sous le Douglas. Bon, sous les autres résineux, non. Mais le Douglas, il a adopté le Morvan. Donc aujourd'hui, on a des potentialités qui, dans 15 ans, dans 20 ans, vont redonner du bois. C'est pas les vrai, régénérations naturelles. On ne replante plus. Non, on il n'y a plus de fonds forestiers. Il y a de la régénération naturelle. C'est pas la peine de replanter. Le pic de la production du Morvan, c'est 1 150 000 m3 en 2018. Après, ça décroît. Donc si vous mettez 145 millions pour faire 100 emplois à Corbigny, ça fait cher de l'emploi. Surtout avec ceux qui seront détruits. C'est 62 000 m3 qu'Hercia va utiliser dans le Morvan. Il va le prendre ailleurs. Vous rigolez, c'est des blagues. Mais non, monsieur. C'est des blagues. La Thierry Moulin qui est dans 43, il passe 200 000 m3 par an. J'ai géré les forêts du Cher et de l'Indre. Tous les résineux qui sont dans la Sologne, personne ne peut les vendre. Et ils n'arrivent pas à les vendre. Ils les vendent en Belgique. C'est quand même dommage de les vendre en Belgique alors qu'on pourrait les amener pour avoir une rentabilité dans les scieries. On sait très bien que les gens sont sur des peuplements de 35 à 50 ans. Alors justement, par rapport à ce problème de ressources, je vous donne la parole après, hein, Monsieur Bonheur. J'ai une question. Ça me permet d'en lancer une autre, une question d'un internaute qui dit: j'habite le Morvan, pourquoi ce que l'on ne dit jamais qu'en ce moment des centaines de milliers de mètres cubes partent en Chine sous nos yeux par camion, par container? Et c'est vrai qu'on exporte en Italie, en Belgique, en Allemagne. C'est faux, les bois qui sont partis sur l'Asie, ce sont une variété de bois qui ont tous séché à cause d'une maladie, et ce sont les grandis. Les grandis, c'est une essence qui n'est pas utilisable en France, en Europe, qui n'a pas la cote pour le bois de charpente, et donc c'est vrai qu'il y a eu des départs de ces bois-là, ou des bois de tempête qui n'étaient pas utilisables pour les industries locales. Aujourd'hui, il y a la matière première qui s'en va en Asie, c'est plutôt le chêne. Et pas trop dans notre coin parce qu'on est loin des ports, mais c'est là qu'il y a un problème. Sur le résineux, c'est faux. Tout est absorbé par les entreprises locales bourguignonnes et dans les autres départements. Vous dites non, monsieur? Après, je vous... Non, mais ça part en Belgique, ça part en Belgique, ça part en Allemagne. C'est les gros bois qui sont... Mais monsieur Petit-Renaud, non, c'est tous les bois. Écoutez, on a eu une bonne relation quand vous étiez directeur de l'office. Aujourd'hui, vous êtes en retraite. Je ne sais pas si vous êtes mandaté à titre privé ou par l'ONF, mais ce que vous dites, c'est totalement faux. Je vais juste faire référence à un document, je ne vais pas me lancer dans des choses... Parce que moi, en fait, comme je ne suis pas, au départ, quelqu'un de la filière bois, je me suis juste mis le nez dans les documents. Donc je note que... vous dites que le rapport qui a été fait en 2011 FCBA, il n'est pas vrai. Je note aussi que les déclarations de Pascal Jacob dans le rapport qu'il a remis en 2010... Alors Pascal Jacob, c'est le directeur général d'Hercia qui a fait un rapport en 2010 pour le Conseil général. D'ailleurs, c'est surprenant que le Conseil général lui demande un rapport pour justifier du fait que l'installation d'IBV à l'époque ne poserait aucun problème sur le département. Ce qui se passe, c'est que dans ce rapport, page 12, il dit très clairement que si au départ, à l'instar de Sougy ou de Fruitier, il ira bien pour lancer la scierie dans un rayon de 300 km, au fur et à mesure des années, très rapidement, il resserrera son approvisionnement sur la Bourgogne et essentiellement sur la ressource de Douglas au moment du pic de production, c'est-à-dire le Morvan. Donc la théorie qui est de dire qu'il va prendre que 6% de bois sur le Morvan, même lui, dans les documents officiels, pas dans des déclarations d'intention, dans les documents officiels, il dit le contraire. Une réponse de ce côté-ci? Mais je peux vous avouer que le Morvan fournira, approvisionnera. Non, parce que je note que à échéance de 40 à 50 ans, parlez-les uns après les autres, sinon on ne va pas Je note simplement que vous avez un avis contraire au rapport qui a été fait. Aux deux rapports qui ont été en 2011, qu'on dit que la ressource en Bourgogne, la capacité de sillage sans l'installation d'Hercia était déjà suffisante, voire supérieure à la ressource disponible en résineux. Vous avez mal lu le rapport, il reste 200 000 m3 par an dans la production. Non, j'ai parfaitement bien lu les conclusions. Les conclusions du rapport FCBA disent très clairement que si on peut toujours installer une grosse scierie sur la région Bourgogne dans le résineux, mais qu'il faut bien comprendre qu'on aura un trou de production accentué à partir de 2025 dû à la pression qui sera exercée dans les années précédentes. C'est la conclusion du rapport. Je suis désolé. Que ce n'est pas le seul document dont nous n'ayons pas la même lecture. Il y a un vieux proverbe au Bourguignon qui dit quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et manifestement, on est en train de décrire ce projet comme un projet enragé. J'attendais le moment où quelqu'un dirait méga Syrie. C'est venu.
C'est une scierie industrielle qui en va embaucher sur un territoire en difficulté 120 personnes. Autrement dit, c'est la taille d'une PME. On me dit que cet investissement va mourir en 4 ans. Je crois que cet industriel a fait la preuve qu'il était capable d'avoir une unité qui fonctionnait comme ça. Et quand quelqu'un investit de son propre argent 150 millions dans un endroit, on peut supposer qu'il va tenter de le faire vivre. Concernant... Qu'il le fasse avec ses deniers publics, mais qu'il n'y ait pas d'argent public. Il le fait avec ses propres deniers privés, mais pas de deniers publics. Il le fait. Il faut arrêter la désinformation. S'il a l'argent, il fait son projet. Mais ne parlez pas en même temps, sinon on ne comprendra plus rien. Il bénéficie de 5 millions d'argent public. Pour un investissement total de 155 millions. Les 5 millions, 5 millions d'argent public, plus 10 millions de prêts. Sougy, qui avait récemment eu un projet d'investissement pour développer son activité, pas de sciage, mais de production après, a bénéficié des subventions départementales. Il fait du transformation. Il aurait pu mettre une deuxième ligne de Canter. Si vous avez une seconde pour m'écouter, c'est à ça que je voulais tenir. Ce site, le site de Sardy, comporte environ un peu plus de 90 hectares utilisables. Un peu moins de 60 seront utilisés par Hercia. Restera une quarantaine d'hectares disponibles justement pour cette deuxième transformation, à qui Hercia sera capable de fournir les planches dont elles peuvent avoir besoin, l'électricité dont elles peuvent avoir besoin et la chaleur dont elles ont besoin. Autrement dit, on se trouve devant un véritable effet de filière sur lequel on espère bien les 120 premiers emplois. Et il faut quand même rappeler aussi que lorsqu'on crée 120 emplois directs, il se développe derrière 2 ou 3 emplois indirects ou induits. Donc vous voyez, pour une région comme la nôtre, que vous connaissez aussi bien que moi pour y vivre, l'intérêt que ça peut avoir, pas seulement pour la filière bois, mais pour l'ensemble des gens qui y habitent, les commerçants, les artisans, les écoles. Toutes ces structures qui sont menacées. Moi, je reviens sur la matière première. Jusqu'alors, j'ai eu à manifester, y compris dans la rue, pour m'opposer à des fermetures de classes. Et là, vous avez manifesté le 1er mai. Là, j'ai manifesté le 1er mai dans la rue et appelé la population. Et là, on s'est retrouvé environ 500, un peu plus, un peu moins, ce qui indique quand même assez clairement, non seulement que ce projet recueille l'adhésion de la population, mais qu'elle en a compris l'intérêt. Oui, mais les gens ne sont pas... vous savez... ce sont des faits, je ne parle pas d'interprétation de lecture, je parle de faits. Mais c'est comme quand on va voir son médecin, quand il nous donne un diagnostic, on croit le professionnel. Aujourd'hui, les professionnels, on ne veut pas les croire. Alors, Monsieur Bonnia ? Non, je disais que pour interpréter un document, il faut le lire. Mais donc, sur cet aspect de l'emploi, sur cet aspect d'emploi, voilà. Moi, sur cet aspect d'emploi, déjà... Bon, par rapport à la problématique de la ressource et la pression qui va s'exercer, notre position, c'est de dire qu'il risque de se passer exactement la même chose de toute façon qu'il y a eu lieu autour de Vielsam par rapport... Faux. Non, c'est pas faux. Par rapport aux structures plus petites, sur la pression qui a été exercée, ça va supprimer les emplois, ne serait-ce que dans la filière bois. Que l'enquête publique aurait dû contenir en son sein une étude sur les externalités négatives à ce niveau-là. Alors, soyez clair. C'est-à-dire une étude qui mettrait en avant les effets néfastes potentiels au niveau de l'emploi qu'aurait pu avoir l'installation de la structure d'une telle taille sur la région. Or, cette étude, elle est inexistante. Elle n'apparaît pas dans l'enquête publique. C'est-à-dire qu'on considère dans l'enquête publique que l'installation de ce site n'aura pas d'impact négatif. Quelle certitude avez-vous à ce propos, Monsieur Magnon ? L'historique de Hercia. Hercia s'est installé en reprenant une scierie en faillite, qui venait de faire 2 faillites. Une première repreneur, et puis ensuite le deuxième repreneur, IBV. Depuis qu'IBV a repris cette industrie, elle crée des emplois. Elle en est à 200. C'est la vérité historique. Je vous invite à aller voir avec moi, Monsieur Haas. Je suis prêt à faire le voyage avec vous. C'est la vérité historique. Et comme je n'ai pas terminé et que j'aimerais terminer, il y a donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, 600 emplois autour sur la zone industrielle. Nous avons aussi rencontré le maire de Vielsam. Le monsieur qui a des camions bleus qui roulent pour IBV. Le maire de Vielsam n'est pas un camionneur, il est maire et conseiller provincial d'une province qui est un peu plus grande que le département de la Nièvre.
il se considère comme assez heureux d'avoir cette installation et les installations périphériques sur son site parce qu'il a, lui, sur Vielsam, un taux de chômage d'environ 10%, alors que certains de ses voisins vont jusqu'à 20%. Alors, je ne peux pas douter de ce que nous a dit cet homme devant un certain nombre de témoins dignes de foi. Si j'étais le seul à pouvoir porter le témoignage, je n'oserais pas, mais nous étions une cinquantaine. Jean-Paul, entendons-nous bien. Je ne nie pas que M. Haas ait dit créer de l'emploi. Je veux dire, il est dans son rôle. Je ne nie pas que le maire de Vielsam, vu sa position, dise ce qu'il a dit. Je ne le nie absolument pas. Par contre, il est évident qu'au sein de la filière bois, là-bas, il n'y a eu aucun bilan de fait. Et que nous, on est monté plusieurs jours. Les gens qu'on a rencontrés, qui étaient intégrés à la filière bois, ne tiennent pas le même discours. Il n'y a plus de bois en Belgique, c'est pour ça que... Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a eu la guerre. Non, mais eux, ce qu'ils disent... Non, mais je finis, parce que tu as parlé de... Eux, visiblement, ce qui a été dit, un monsieur à la retraite, comme vous, qui s'occupait de la gestion forestière, mais pour la Wallonie, nous a clairement expliqué qu'en fait, vu la guerre que s'était livrée Fruitier et IBV depuis l'installation à Vielsam, effectivement, de par la surenchère sur la matière première, ils avaient éliminé une bonne partie des moyennes et petites structures qui existaient. Voilà, c'est tout. Et lui, il dit simplement qu'il n'y a eu aucun bilan de fait entre les pertes d'emplois qui ont été générées par ce phénomène et les gains. C'est tout ce qu'il dit. Si tu veux, le truc, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation où la capacité... c'est comme dans le phénomène agricole. Tu vas arriver à une situation où la capacité de sillage va rester équivalente, avec des structures de plus en plus grosses et un nombre d'emplois de plus en plus restreint. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Maurice Chalaillet, tiens, j'en ai parlé l'autre jour, donc c'est M. Maurice Chalaillet qui a fait une prospective pour l'Observatoire des métiers de la scierie française, qui défait 3 scénarios, je t'en remettrai à la fin, tu pourras les lire. Non, mais oui, je suis désolé, je ne vais pas avoir le temps de vous laisser la parole parce que nous allons arriver déjà à l'heure du flash régional. Il va être midi. On va parler, si vous voulez bien, ensuite de questions qui interpellent aussi les habitants, notamment de la pollution que peut générer cette structure et des conséquences également pour les riverains. Mais tout de suite, il est quasiment midi, dans 8 secondes. Donc place au développement de l'information régionale pour ce flash qui vous